Moi, je viens de la Roumanie, ici pour le Marseille. La Roumanie, moi, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de... pour le travail la Roumanie. Moi, je travaille la poubelle pour récupérer les ferrailles, les affaires comme ça, les baskets que l'humain les jette, la poubelle, moi, les récupère pour les vendre là pour marcher, pour 1 euro, 2 euros, comme ça la pièce, 50 centimes la pièce. Moi, en semaine, moi, maximum 50 euros. Moi, ici, je viens pour les Français, pour le travail. Moi, pas venir pour voler, pour ça. Moi, venir pour l'intérêt, pour le travail. Moi, pour les enfants, c'est la colle, beaucoup important pour les enfants. Donc effectivement, le cliché du rhum bandit et pickpocket, c'est pas... Alors, il y a certainement des pickpockets et des bandits dans cette population, comme partout dans la population générale. Ce que veulent ces familles-là, c'est ce que veulent toutes les familles, c'est-à-dire un toit, de quoi manger, pouvoir travailler, pouvoir envoyer leurs enfants à l'école et pouvoir vivre, tout simplement. Les pauvres, moi, les dormi ici, moi, en petit caravane comme ça, moi, les dormi ici 12 années. Les polices viennent parler pour moi, moi, t'es parti ici, ils les dégagent. Moi, parler où, moi, les partis, que moi, il n'y a pas de maison, moi, il n'y a pas où les partis. Aujourd'hui, ici, les potes, les polices, les casser les caravanes. Après, les partis demandent les potes, les marchés. Après, les polices, après moi, les retours, la pote. Après, comme ça. 12 années, moi, comme ça. Ma femme, si malade, pour les acheter les pastilles, pas les gratuites. La mère de famille, donc Florica, c'est une patiente qui avait déjà été rencontrée par les équipes de Médecins du Monde, sachant qu'en fait, la mission bidonville de Médecins du Monde à Marseille assure des consultations médicales dans un cabinet de consultation mobile, donc sur les différents sites et lieux d'habitation des populations migrantes de l'Est européen. Donc cette dame, en fait, c'est quelqu'un qui était déjà connu, qui avait été vu une première fois en consultation dans les mois ou les années précédentes, qui avait été orienté au centre de lutte antituberculeux pour une suspicion de tuberculose. C'est une personne qui était déjà rentrée donc, dans un processus de traitement, à la suite de quoi son lieu de vie a été expulsé. On a perdu le contact avec elle et en début de cette année, il y a une équipe qui l'a re-rencontrée pendant une visite sur site, qui a suspecté une reprise de sa tuberculose, à la suite de quoi elle a été réhospitalisée. Florica est restée à l'hôpital pendant 3 semaines et ensuite elle est partie de l'hôpital. Et c'est à ce moment-là que l'hôpital nous a contactés en urgence en nous disant que cette dame qui était atteinte de tuberculose, qui était une forme dangereuse pour elle et contagieuse, était sortie, qu'on ne savait pas où elle était, en nous demandant de reprendre le contact avec elle. On est retourné sur son lieu de vie. Elle pensait qu'elle était guérie parce qu'elle avait eu 3 semaines de traitement à l'hôpital et qu'elle se sentait mieux. Son mari, il n'avait pas du tout compris qu'il était malade et en fait, ni l'un ni l'autre n'avaient compris qu'il fallait traiter leurs enfants préventivement. On a contacté en fait les institutions de santé référentes et responsables sur ces cas-là, donc à la fois l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, et le Conseil général par rapport au CLAT, donc au Centre de lutte antituberculeuse, en leur signalant que ce cas, et surtout en leur signalant que dans ces conditions-là, à l'évidence, il allait de nouveau avoir des ruptures de traitement, ce qui était dangereux à la fois pour la personne et pour tout le monde autour, hein, de toute façon, puisque les ruptures de traitement dans les cas de tuberculose, ça peut aboutir à des cas de tuberculose résistante. Donc, voilà, ce qui est un gros danger en termes de santé publique. Médecins du Monde, donc du coup, qui nous interpelle avec ce qu'on appelle le CLAT, c'est le dispositif du Conseil général de lutte contre la tuberculose. Et ils font une demande à tous les dispositifs d'appartement de coordination thérapeutique pour prendre en charge la famille, du coup. En sachant qu'à la base, les ACT, ça existe. Nous, on s'en occupe voilà, depuis 1995 sur le principe des sérologies positives VIH hépatite C. Mais voilà, depuis plusieurs années, ça s'est ouvert aux autres pathologies. Donc du coup, l'Agence régionale de santé nous a donné une dérogation pour pouvoir voilà, les prendre dans le dispositif ACT. Où notre savoir-faire, hein, c'est du coup d'accompagner les personnes aux soins, à l'observance des traitements. Avec la chance et le discours d'achat, c'est de dire d'abord un logement pour être chez soi. C'est des logements autonomes, diffus.
C'est pas de l'hébergement collectif et avec la possibilité de glisser le bail. Le glissement de bail, c'est qu'ils deviennent locataires quand ils ont la ressource et l'équilibre nécessaire pour être autonomes. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, en fait, quand même, c'est que du coup, la famille est soignée, que tout s'est bien passé, que les enfants sont scolarisés, qu'il y a une équipe comme d'habitude, hein, c'est-à-dire qu'on travaille à l'accompagnement global des personnes, donc du coup, il y a une équipe autour d'eux, on les voit une fois par semaine au minimum, organise les choses, explique les droits, déjà, parce qu'il est quand même difficile, sur le peu de droits qu'ils peuvent obtenir, de les obtenir quand tu es face aux personnes dans les institutions. L'idée, c'est d'être dans l'accompagnement de tous les jours, quoi. Donc on va être là à la fois pour les démarches, que ce soit du logement, de la santé. L'idée, c'est pas de créer une dépendance à la structure. Le but, c'est qu'ils trouvent par eux-mêmes aussi les démarches. Donc on les accompagne. On est juste là pour les aider à se repérer, en fait, dans le fonctionnement administratif français. Les Célia, les Natalia m'ont accompagné, l'hôpital m'ont accompagné. Tous moi, les problèmes, moi, l'appel, ça les vient. Ils ont des compétences. Nelou, quand on s'est rencontrés, a dit « mais je sais faire des choses ». Ils ne cherchent pas à être assistés, en fait. Et en 6 mois d'accompagnement, en fait, cette démonstration, elle est faite tout simplement. Et le but, c'est qu'on disparaisse et qu'ils gardent le logement. C'est quand même essentiel de le rappeler. Ouais. C'est vrai. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation assez simple finalement, c'est que du coup, en fait, ils ont tout à fait la compétence pour pouvoir être locataires en titre. Ça a été démontré comme on le fait avec toute personne qu'on accompagne dans le bail glissant. Et à ce titre, en fait, le seul point de blocage qu'on a, qui est quand même pas minime, hein, c'est au niveau de la loi, en fait. Donc de l'impossibilité d'avoir du coup une situation professionnelle simple, parce que du coup, il y a la loi européenne et la loi française avec les derniers décrets qui complexifient l'embauche. Et ensuite, c'est s'il y avait un soutien au paiement en fait, de la CAF, des allocations du coup simplement de logement pour pouvoir être équilibré sur un coût de loyer, eh ben, il aurait la possibilité avec le travail qu'il fait de récupération de pouvoir payer son loyer, de faire manger sa famille. Mais suite à la loi Besson 2009, en fait, il y a une impossibilité de paiement des droits CAF pour les personnes qui ont l'aide médicale d'État. Donc on est dans un paradoxe d'accueil, d'insertion. On permet à des gens de se soigner, d'avoir un avenir en France et avec une véritable envie d'intégration, de rester là et de travailler, d'avoir une vie comme tout le monde. Et en même temps, on a des points de blocage qui sont à interpeller là, à un autre niveau que le nôtre. Ce savoir-faire a fait que du coup, on a travaillé avec une deuxième famille qui avait des problématiques à la rue et qui avait une grosse contamination au saturnisme avec des problématiques dangereuses pour les enfants. On va voir la deuxième famille avec leurs 3 enfants. Donc il y a Gianina qui a 1 an, Somna qui a 4 ans et Florine qui en a 5. Donc en fait là l'idée aujourd'hui, donc pour Somna qui a une surdité dont on suppose que la cause soit due au saturnisme, là cet après-midi on doit aller à Audionova donc, pour aller lui chercher des appareils auditifs. Coucou Florine, ça va ? Le plomb pour les enfants, en fait, c'est même à une dose d'imprégnation, d'intoxication faible, en fait, c'est un risque neurotoxique, il y a un risque neurologique, voilà, donc en fait, ça impacte leur comportement, les capacités intellectuelles. Les intoxications, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Il y a d'abord en fait la désorganisation totale des pratiques de ferraillage, parce qu'en fait la plupart des familles survivent en ferraillant parce qu'elles n'ont pas accès à l'emploi, donc c'est des pratiques qui sont contaminantes en termes de saturnisme, donc en termes d'intoxication au plomb. Pour se prémunir en fait de ces risques-là, il faut que l'habitat soit organisé, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une zone de travail et une zone d'habitation, que les 2 zones soient séparées, qu'on puisse se laver les mains en passant d'une zone à une autre. Donc forcément, dans ce contexte de dégradation permanente de l'habitat, l'organisation des pratiques, elle est plus pareille. Des mesures simples de prévention comme le lavage des mains, la lessive des vêtements du travail, elle est impossible. Et la troisième conséquence de ça, c'est qu'effectivement, dans cette espèce de parcours de recherche de cachette, les gens s'installent où ils peuvent et parfois dans des endroits qui sont eux-mêmes contaminés, donc dans des terrains sur lesquels il y a eu une activité industrielle, donc où le sol est contaminé. Et encore une dernière chose, c'est que en fait, comme les gens n'ont pas d'électricité non plus, pour se chauffer, pour manger, pour tout faire, en fait, ils brûlent du bois, et ils brûlent du bois de récupération. C'est du vieux bois imprégné d'anciennes peintures qui souvent contiennent elles-mêmes du plomb. Donc en fait, on est à une conjonction de risques majeurs. C'est en partie réversible, c'est-à-dire qu'on peut faire baisser le taux de plomb dans l'organisme. Par contre, ce que ça demande, c'est que les motifs d'intoxication soient éradiqués.
Et c'est pour ça, effectivement, que la deuxième famille aussi a accédé à un habitat sur ce constat-là, que l'une des petites filles était vraiment gravement intoxiquée, à un point qui engageait vraiment son pronostic vital, si jamais son degré d'intoxication avait encore augmenté un petit peu. Et c'était absolument impossible de faire baisser en fait sa plombémie, donc son taux de plomb dans le sang, si elle n'était pas en fait soustraite à tous ces facteurs d'exposition multiple qu'on a exposés. C'est qu'il y a une naissance sur 1000 où il y a une surdité de l'enfant. Si elle a été restée en camp, on n'a pas pu bénéficier des appareillages. Et c'est vrai qu'elle a besoin des appareillages pour apprendre à parler. Là, sans appareil, elle est vraiment seule dans son monde. Et donc l'accès au monde des entendants et à la parole, ça passe obligatoirement par les appareils. La plupart des Roms sont des migrants économiques, donc s'ils ont quitté leur pays, c'est parce qu'il n'y avait pas de travail là-bas, que la situation était très précaire. Et donc en arrivant en France, ici, donc souvent ils y sont depuis un moment, là, pour eux ça fait 3 ans à peu près. L'idée c'est pas de repartir là-bas, l'idée c'est clairement de s'insérer en France. Les enfants sont déjà à l'école, et là c'est d'avoir le tout, là, c'est d'être reconnu en tant que citoyen. Les lieux de vie qu'on voit sur Marseille, c'est très difficile de croire qu'on est en France. Quand on voit des familles entières installées avec des enfants sur des décharges ou dans des endroits aussi improbables que ça, c'est difficile de croire que c'est ici.